Bonjour tout le monde et Eid Mubarak Saïd. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance du deuxième chapitre qui est le rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. Et nous allons entamer le troisième point qui est le mécanisme de la contraction musculaire. Mais d'abord, faisons un petit rappel. Au cours de la dernière séance, nous avons vu l'ultrastructure d'une myofibrie. Et nous avons dit que cette myofibrie est constituée de myofilaments fins, appelés axines, et de myofilaments épais, appelés myosines. Les filaments d'axine se disposent de part et d'autre des strizèdes et sont parallèles et ne se touchent pas. Et entre eux se disposent les myofilaments épais, myosines, et la zone où se trouvent ensemble les myofilaments épais, myosines et myofilaments fins, axines s'appellent les bandes H, les zones sombres, les bandes sombres, et les zones où se trouvent les myofilaments fins axines seuls s'appellent les bandes claires. Au milieu des bandes sombres, il y a ce qu'on appelle la zone H, qui est constituée uniquement de myofilaments épais, myosines. La partie entre deux strizèdes s'appelle le sarcomère, unité structurale et fonctionnelle de la fibre musculaire. Après ce petit rappel, nous allons voir les modifications à la suite de la contraction musculaire. Pardon. Ces modifications sont d'ordre structural et moléculaire. Les modifications structurales. On constate un raccourcissement de la longueur des sarcomères, rapprochement des strizèdes, un rétrécissement des bandes claires et des zones H, mais les bandes sombres ne changent pas de longueur, elles restent constantes. Ces changements sont dus au glissement des myofilaments d'axine sur les myofilaments de myosine. On verra plus loin comment ça se passe. Donc, ceci sont les changements structuraux de la fibre musculaire au cours de la contraction. Maintenant, si on veut voir ce qui se passe au niveau moléculaire lors de la contraction musculaire. Des expériences ont montré que la contraction musculaire ne peut se faire qu'en présence d'ATP et des ions calcium Ca2+. Effectivement, on est arrivé à savoir que la contraction musculaire s'effectue selon les étapes suivantes. Rappelons d'abord qu'au repos, le myofilament d'axine est constitué de trois types de protéines. La troponine, qui se trouve au-dessus, la tropomyosine et l'axine se trouve à l'intérieur, voire l'ultrastructure de la myofibrie. Nous avons dit qu'au repos, la tropomyosine masque certains sites sur l'actine où les sites de myosine peuvent se fixer. Également au repos, des molécules d'ATP sont liées aux têtes de myosine. Donc, lors d'une excitation efficace, le réticulum sarcoplasmique, l'équivalent de réticulum endoplasmique chez la cellule, libère des ions calcium Ca2+ dans le sarcoplasme. Ces ions calcium Ca2+ se fixent sur la troponine et induisent un changement de conformation de celle-ci qui bascule la tropomyosine et entraîne le démasquage des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine, permettant ainsi la formation des complexes actomyosine, appelés aussi ponts transversaux.
La formation du complexe actomyosine formé catalyse l'hydrolyse d'ATP, que nous avons vu fixée au repos sur les têtes de myosine. Et il y a libération d'énergie. Cette énergie provoque le basculement des têtes de myosine vers le centre de sa sarcomère et induit un déplacement de myofilaments fins axine le long des myofilaments épais myosine, d'où le raccourcissement des sarcomères et par conséquent la contraction musculaire. Après, pour qu'il y ait relâchement. L'absorption des ions Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique entraîne le décrochement des têtes de myosine et masquage de nouveau des sites de fixation par la tropomyosine et rechargement des têtes de myosine en ATP entraînant leur redressement et le muscle revient à son état initial. C'est le relâchement. Donc pour qu'il y ait relâchement, le réticulum sarcoplasmique doit réabsorber les ions calcium Ca2+. Le manque de ces ions calcium Ca2+ entraîne le décrochement des têtes de myosine. Et une fois décrochées, ces têtes décrochées, il y a masquage de nouveau des sites de fixation par la tropomyosine et relâchement de l'axine. Aussi, il y a rechargement des têtes de myosine en ATP, entraînant le redressement et le muscle revient à son état initial. Je vous ai fait un résumé sous forme de schéma des étapes plus facile de tout ce que je viens de vous expliquer. Je peux vous le lire. On a excitation efficace, entraîne libération des ions calcium Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique, nous donne fixation des ions calcium Ca2+ sur la troponine qui bascule la tropomyosine et démasquage des sites de fixation, fixation des têtes de myosine sur axine et formation des complexes actomyosine, hydrolyse d'ATP, libération d'énergie. L'énergie, cette énergie entraîne le basculement des têtes de myosine vers le centre des sarcomères, glissement des filaments d'axine sur myosine, raccourcissement des sarcomères, contraction. Pour le relâchement, réabsorption des ions calcium Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique, décrochement des têtes de myosine des sites axines, rechargement des têtes de myosine en ATP, redressement des têtes de myosine et le muscle revient à son état initial pour qu'il y ait à nouveau contraction. Il y a un schéma, le schéma 1, qui montre schématiquement bien sûr l'ultrastructure simplifiée d'une myofibrie plus les états de la myofibrie au repos, à l'attachement et au glissement. Et c'est comme ça comment se passe la contraction musculaire au niveau structural et au niveau moléculaire. Maintenant, nous allons voir le quatrième point qui est la source d'énergie utilisée par la cellule musculaire et sa régénération. Comme vous le savez, toute cellule a besoin d'énergie. Et en plus, elle doit y avoir régénération de son stock énergétique. La cellule musculaire a un faible stock énergétique. L'énergie utilisée par la cellule musculaire vient de l'hydrolyse d'ATP, qui se trouve sur les têtes, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui se trouve sur la tête ou bien les têtes de la myosine. Selon la réaction ATP plus H2O,
en présence des ions calcium Ca2+, nous donne ADP plus Pe plus énergie. Cette énergie, une partie utilisée pour la contraction musculaire, mouvement, une autre partie est perdue sous forme de chaleur. Maintenant, pour régénérer son énergie, la cellule musculaire suit deux voies. Une voie anaérobie, qu'on peut diviser en rapide et moyen, et une voie aérobie pour les voies anaérobes. Pour la voie rapide anaérobie, on a deux molécules d'ATP, adénosine diphosphate. En présence des enzymes spécifiques aux cellules musculaires, il y a déphosphorylation et phosphorylation de l'une et phosphorylation de l'autre, pour nous donner une molécule d'ATP plus une molécule d'AMP, adénosine monophosphate. Selon la réaction que vous avez dans le résumé, ADP plus ADP nous donne ATP plus AMP. Une autre molécule qu'utilise la cellule musculaire pour la régénération de son énergie, c'est la phosphocréatine. C'est un dérivé phosphorylé de la créatine, ou appelé aussi phosphagène. Il y a des phosphorylations de cette molécule et en présence d'ATP, on aura de la créatine plus une molécule d'ATP en présence d'enzyme phosphocréatine kinase. Selon la réaction, phosphocréatine plus ADP en présence d'enzyme PC kinase, phosphocréatine kinase, nous donne créatine plus molécule d'ATP. La voie moyenne anaérobie, vous la connaissez, c'est la fermentation lactique. Au cours de la glycolyse, il y a dégradation du glycogène et du glucose. En présence d'une série d'enzymes, nous donne de l'acide pyruvique plus deux molécules d'ATP, vous savez ça. La molécule d'acide pyruvique nous donne l'acide lactique. Quand le muscle revient au repos, une partie minime, 1/5 de cet acide lactique, participera à la reconstitution d'ATP. Et une grande partie de l'acide lactique de cet acide lactique, 4/5, redonne du glycogène. C'est la voie moyenne anaérobie. Cette voie, qui est la fermentation lactique, intervient pour les activités de courte durée, qui ne durent que de 1 à 5 minutes, et caractérise les fibres musculaires de type 2, dites rapides. Souvenez-vous de ces deux catégories de type de cellules musculaires, type 1 et type 2. Type 2, dite rapide. Cette voie aussi que la fermentation correspond au dégagement de la chaleur initiale, qui comprend la chaleur de contraction et la chaleur de relâchement. On verra plus loin le phénomène thermique accompagnant la contraction musculaire. Maintenant, une voie lente qui intervient pour la régénération d'énergie pour la cellule musculaire, une voie lente aérobie. Bien sûr, c'est la respiration. Cette énergie produite au cours de la respiration permet la reconstitution, vous le savez, d'ATP. 38 molécules d'ATP, du phosphocréatine et du glycogène. Cette voie caractérise les fibres musculaires de type 1, dites lentes. Cette voie également correspond au dégagement de la chaleur retardée. Cette chaleur est libérée après le relâchement. Nous allons voir dans les phénomènes thermiques. Et voilà,
la source d'énergie utilisée par la cellule musculaire, elle est voie que suit la cellule musculaire pour la régénération de son stock énergétique. Maintenant, nous allons voir, j'ai oublié de le mentionner au début, le phénomène thermique accompagnant la contraction musculaire. Je vous ai mis deux schémas représentant le phénomène thermique sous forme de courbe et qui illustre bien l'intervention, le dégagement de la chaleur en fonction des voies suivies par la cellule musculaire. Pardon. Toute activité musculaire est accompagnée par un dégagement de chaleur et un réchauffement de l'organisme. On le sait, on le voit, on le constate. Cette quantité de chaleur peut être mesurée. Je vais interpréter, je vais expliquer, je vais expliquer ce qui se trouve sur le schéma 2 de phénomène thermique. Ce schéma comprend deux courbes. Une courbe représentant la secousse musculaire isolée et une autre courbe représente les phénomènes thermiques accompagnant cette secousse. On a une chaleur de contraction, 1, une chaleur de relâchement, 2. Et ces deux types de chaleur constituent ce qu'on appelle la chaleur initiale, 3. Et 4 représentent la chaleur retard. La chaleur de contraction 1 résulte de l'hydrolyse d'ATP et sa régénération à partir de la phosphocréatine. La chaleur de relâchement 2 est dégagée au cours de la régénération d'ATP au cours de la fermentation lactique. Et tous les deux représentent la chaleur initiale, comme nous avons dit tout à l'heure, qui est libérée au cours de la secousse musculaire et caractérisée par une courte durée et une grande amplitude, une grande quantité de chaleur libérée. Vous constatez que ce type de chaleur est libéré au cours des voies rapides anaérobies. Maintenant, la chaleur retardée 4, libérée après la secousse musculaire en présence d'oxygène, donc au cours de la voie lente, respiration, est caractérisée par une longue durée et de faible amplitude. Elle accompagne bien sûr les réactions de la respiration. Et voilà, je crois qu'on a terminé avec le deuxième chapitre qui est le rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique mouvement. Enfin, je vous ai mis, ou bien j'ai trouvé un schéma très explicatif et très simple en ce qui concerne la production et l'utilisation de l'ATP dans la cellule musculaire. Elle montre la régénération d'ATP à partir de la créatine, phosphocréatine, voie anaérobie rapide. Aussi, la même chose à partir de la fermentation, voie anaérobie moyenne, et
à la fin, enfin, la production et l'utilisation d'ATP à partir de la respiration. Bon, nous avons terminé et merci de votre attention. À la séance prochaine. Et n'oubliez pas, bien sûr, de nous encourager. Et vous savez comment. Merci et à la prochaine.